Bénin, les dissidents du secrétariat permanent de la coalition de la rupture ont donné de la voix. À la faveur d'un point de presse, ils ont fait le bilan à mi-parcours de la gouvernance Talon. Au Nigeria, plus de 1000 civils déplacés par le conflit de Boko Haram sont rentrés à Bama cette semaine. Ceci 4 années après la destruction de la ville par les djihadistes. L'annonce a été faite par les autorités. Une mission de la Fédération internationale de football s'est rendue à Tripoli pour étudier la possibilité de lever l'interdiction des matchs internationaux. Elle avait été imposée à la Libye en raison d'une insécurité chronique. C'était le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Bénin. Les dissidents du secrétariat permanent de la coalition de la rupture mise en place par les 24 candidats ayant soutenu Patrice Talon lors du second tour de la présidentielle de 2016 étaient hier face aux hommes des médias à la faveur d'un point de presse. Ils ont fait le bilan à mi-parcours de la gouvernance Talon. Plus de précisions avec Kader Chabi. Il est le porte-parole des dissidents. Mesdames et messieurs, 6 avril 2016, 6 avril 2018, il y a de cela 2 ans, et ce, au prix d'énormes sacrifices, que nous avons conquis ensemble le pouvoir au plus haut sommet de l'État en confiant la destinée de notre pays au président Patrice Talon. Oui, nous y avions cru, corps et âme. Malheureusement, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs, car en 2 années de gestion, nous nous sommes rendus compte que nos espoirs n'étaient que des océans d'illusions. En 2 ans, des partenaires privilégiés qui, hier, ont servi d'échelle, sont traqués, poursuivis, malmenés, humiliés, torpillés et contraints pour qui à l'exil, pour qui à investir ailleurs et pour d'autres à vivre l'expérience du milieu carcéral. Le pays va mal. Je dis va mal et très mal. Pour une première fois, des caisses de l'État sont presque vides, pour ne pas dire vides. Le peuple est affamé, est coupé dans une misère sans précédent, à telle enseigne qu'on se demande si nous sortions d'une guerre. Ça va donc de mal en pire et les compteurs sont au rouge. Au Nigeria, plus de 1000 civils déplacés par les conflits de Boko Haram dans le nord-est sont rentrés à Bama cette semaine. C'est ce qu'a annoncé les autorités de l'État de Borno. C'est 4 ans après la destruction de la ville par le groupe djihadiste. Plus de 100 000 autres personnes seront bientôt à Bama dans les mois à venir dans le cadre d'un programme de reconstruction, réinstallation et réhabilitation. Les autorités nigérianes ont mis en place un vaste programme de reconstruction, réinstallation et réhabilitation des localités dévastées par l'insurrection de Boko Haram qui a fait au moins 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés dans le nord-est depuis 2009. Dans le cadre du dit programme qui prévoit un retour progressif des habitants qui avaient fui la ville de Bama après l'invasion de Boko Haram en 2014, 1200 personnes déplacées au total sont rentrées cette semaine. Selon les autorités de l'État de Borno, l'objectif est de faire revenir plus de 100 000 personnes à Bama dans les mois à venir. Les retournés ont été minutieusement contrôlés avant de se voir remettre un badge et de monter à bord de camions escortés par l'armée jusqu'à Bama. Chacun a ensuite reçu un sac de riz, un sac de mil, ainsi que 22,7 € en espèces pour pouvoir démarrer une nouvelle vie. La plupart des habitants avaient fui à Maïdougouri, la capitale régionale, et n'étaient pas rentrés même après la reprise de la ville de Bama par l'armée en mars 2015 en raison de l'insécurité persistante et des dommages causés par les insurgés. Une épidémie de fièvre de Lassa, toujours au Nigeria, a fait 42 morts depuis le début de l'année 2018 sur 400 cas confirmés, selon un bilan communiqué jeudi par les autorités sanitaires du pays. Début mars déjà, les chiffres officiels étaient de 110 morts sur 353 cas confirmés.
Depuis le début de l'épidémie en 2018, il y a eu 142 décès, a affirmé dans un rapport le Centre national nigérian de contrôle des épidémies, NCDC, qui fait état d'un taux de mortalité de 24,3% chez les cas confirmés. Au total, 1706 cas suspects ont été recensés, dont 400 ont été confirmés positifs, 9 probables, 1273 négatifs et 24 restent en attente de résultats. Le virus a été détecté dans 20 des 36 États du Nigeria, mais il touche surtout les États d'Edo, d'Ondo et d'Ebonyi dans le sud. 8 États sont sortis de la phase active de l'épidémie, tandis que 12 États restent actifs, a ajouté le NCDC. L'Organisation mondiale de la santé OMS et le NCDC ont intensifié leur riposte au niveau national et au niveau des États. L'OMS décrit la fièvre de Lassa comme une infection virale appartenant à la même famille de virus que celui de Marburg et d'Ebola. Elle tire son nom d'une localité du nord du Nigeria où elle a été identifiée pour la première fois en 1969. La transmission se fait par les excrétions de rongeurs ou par contact direct avec du sang, des urines, des selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne malade. Retour au Soudan de cette femme soupçonnée d'appartenir au groupe djihadiste État islamique selon les autorités soudanaises. Elles sont arrivées à l'aéroport de Khartoum après avoir été expulsées de la Libye. Les images. Les 7 femmes, vêtues de vêtements traditionnels soudanais et portant un foulard, ont été montrées aux journalistes à l'aéroport de Khartoum où elles ont été accueillies par leurs proches au milieu des champs. 3 enfants ont également été ramenés avec les femmes, selon un journaliste. Le groupe, qui comprenait des sœurs jumelles, était arrivé de la ville libyenne de Misrata, ont indiqué des responsables de la sécurité. Les 7 femmes étaient des membres de Daesh et certaines avaient même participé à des combats sur le champ de bataille, a ajouté le brigadier Tidjani Ibrahim. Nous les accueillons et allons leur offrir un programme de traitement idéologique et psychologique composé d'analyse et d'évaluation psychologique pour connaître les raisons et les motifs qui les ont poussés vers l'extrémisme violent, puis un programme de traitement intellectuel et de dialogue intellectuel direct pour supprimer leurs idées extrémistes et les idées qui les ont conduits à rejoindre des organisations terroristes. Après cela, elles seront réhabilitées et réintégrées dans la société à tous les niveaux. Les responsables soudanais affirment que des dizaines de jeunes Soudanais, hommes et femmes, ont rejoint l'État islamique ces dernières années. Plusieurs groupes d'étudiants du Soudan, certains détenteurs de passeports occidentaux, se sont rendus en Syrie, en Irak et en Libye pour rejoindre le groupe. Les médias soudanais ont rapporté la mort de certains étudiants alors qu'ils se battaient pour le groupe dans les 3 pays. En Côte d'Ivoire, le tout nouveau Sénat a tenu ce jeudi sa séance inaugurale à Yamoussoukro, une séance au cours de laquelle il a élu son premier président. Il s'agit du ministre Jano Aousso Kouadio. Cette nouvelle institution, prévue par la Constitution ivoirienne de 2016 et mise en place cette année, est plutôt contestée par l'opposition. Sans suspense, dans une assemblée dominée par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est Jano Aousso Kouadio, actuel ministre d'État chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, qui a été élu président du tout nouveau Sénat ivoirien à l'unanimité, moins un bulletin nul. C'est au terme de la séance inaugurale de cette nouvelle institution qui s'est tenue à Yamoussoukro. Les 66 sénateurs élus le 24 mars dernier étaient présents dans l'enceinte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix qui abritera le Sénat dans la capitale politique ivoirienne. Ils doivent être rejoints par 33 autres sénateurs qui seront nommés par le président Alassane Ouattara. Les sénateurs se réuniront à nouveau le 12 avril prochain pour commencer leurs travaux. Cette nouvelle institution, prévue par la Constitution de 2016, est contestée par l'opposition qui reproche au président Ouattara d'avoir succombé au clientélisme en créant un Sénat qui sera budgétivore. L'opposition ainsi que la société civile ont critiqué les élections sénatoriales, soulignant que l'opposition ayant boycotté les élections locales de 2013, il aurait été plus juste de tenir l'élection de ce premier Sénat après les élections municipales et régionales qui doivent avoir lieu cette année.
Au Cameroun, le parti au pouvoir a largement remporté les sénatoriales du 25 mars dédiées. Les résultats ont été proclamés ce jeudi par le Conseil constitutionnel du pays. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a remporté 63 des 70 sièges contre 7 sièges pour le social-démocratique Front, le principal parti d'opposition. Les sénatoriales camerounaises ont été remportées par le parti au pouvoir, selon les résultats proclamés ce jeudi par le Conseil constitutionnel du Cameroun. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti du président Paul Biya, a remporté 63 des 70 sièges, pendant que le social-démocratique Front, premier parti d'opposition et qui n'avait présenté des candidats que dans 5 des 10 provinces du pays, a décroché 7 sièges dans son fief du Nord-Ouest. Les 7 autres partis en lice pour cette deuxième sénatoriale de l'histoire du pays, après celle de 2013, n'ont remporté aucun siège. Le Sénat camerounais est composé en tout de 100 sénateurs, 60 élus par le scrutin indirect de 10 000 conseillers municipaux pour un mandat de 5 ans et 30 désignés par le chef de l'État dans les 10 jours qui suivent le résultat. Le Cameroun se prépare à une élection présidentielle prévue entre octobre et novembre 2018. Le président Paul Biya n'a pas encore fait acte de candidature, mais il est présenté comme le candidat naturel de son parti, le RDPC. Une mission de la Fédération internationale de football s'est rendue à Tripoli pour étudier la possibilité de lever l'interdiction des matchs internationaux. Elle avait été imposée à la Libye en raison d'une insécurité chronique. Imposée depuis 2011 en raison du conflit qui a renversé Muammar Kadhafi, la FIFA avait levé cette interdiction en avril 2013 avant de la rétablir quelques mois plus tard après une flambée de violence. La sélection et les clubs libyens étaient contraints de jouer leurs matchs internationaux dans des pays voisins, en particulier en Tunisie. Présidé par Véron Monsengo Omba, directeur des associations membres et du développement Afrique-Caraïbes, la délégation de la FIFA a rencontré mercredi le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez Al-Sarraj. Elle a assisté également à une rencontre de championnat local dans le stade de Tripoli et a visité une académie de football dans la banlieue ouest de la capitale. Ma présence ici est le coup d'envoi du processus pour faire revenir les matchs internationaux de football en Libye. Je suis ici pour montrer que l'on joue toujours au foot en Libye malgré les difficultés rencontrées par ce pays. Cette visite est bien sûr très importante. Elle s'inscrit dans le cadre de l'intérêt et de l'intérêt grandissant pour le football local ou libyen et pour bientôt lever l'interdiction dans les stades libyens. Monsengo Omba a précisé qu'il soumettrait un rapport aux instances de la FIFA concernées. Celles-ci décideront plus tard de la levée ou du maintien de l'interdiction des matchs internationaux. Et voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end à chacun et à tous. Au revoir.